Écoute, c'est du n'importe quoi. Puis ça contribue énormément à la méfiance américaine à l'endroit du Canada. Quand on dit le Canada post-national qui connaît rien à la stratégie, qui traite ses frontières comme des passoires, on est en plein là-dedans. Les Américains regardent et disent, le Canada, vous êtes pas sérieux, vous êtes une passoire pour les intérêts chinois. Tu sais, il y a eu des cas d'espions chinois qui se sont fait prendre à Hydro-Québec. Là. C'est pas un délire. Là. C'est vraiment ça. arrivé. C'est pas alarmiste de dire ça. La Chine donnait, en début de pandémie, il donnait des machines de génétique. Je pense qu'ils en ont donné un à McGill ou Concordia. J'en parle dans une note de bas de page au début. Une entreprise chinoise, BGI, ça s'appelle. Mais tu sais que c'est de même avec l'État chinois, c'est de même avec le Parti communiste, c'est de même avec l'armée chinoise aussi. Puis, ils s'entendent quand ils donnent ces machines-là que, tout généreusement, ils donnent ou ils prêtent, là, mais ils s'entendent que c'est leur ingénieur qui va aller faire l'entretien une fois par mois. On s'entend-tu qu'il part avec la puce? Entre toi puis moi, là. Entre toi puis moi. Ouais. Pour ça, moi, je me méfie beaucoup de cet état-là. Puis de se repitcher entre les bras de la Chine, c'est une erreur majeure. Si on trouve le temps long avec Trump, on va le trouver long avec le Parti communiste chinois. Ben, je pense qu'il faut leur demander plus de comptes que ça. Oui, écoute, Trump sera plus au pouvoir dans 3 ans. Le Parti communiste va l'être dans 100 ans. C'est clair, on a juste à regarder la façon dont ils nous organisent. Dans la culture mainstream, on fait quoi? On fait la promotion et la célébration de l'avortement. Hein? Ici. Salute to abortion. C'est vraiment, on en est fiers et on. Donc, chacun de ces trucs-là, genre individuellement, tu pourrais dire, ouais, OK, là-bas. Mais c'est comme regarder l'ensemble. Là. C'est encore une fois, vision synoptique, regardez ça. Promotion de la théorie du genre, du non-binarisme et du transgenrisme, même dans les écoles. C'est-à-dire que si l'enfant n'a pas été avorté, ben il se retrouve avec des transgenres dans les écoles, puis on dit non-binaire, etc. Ça le casse. On l'a déjà expliqué, le non-binarisme, le transgenrisme, même avec les chirurgies, etc., ça rend stérile des enfants. S'ils ont échappé à ça, ben ils peuvent quand même retomber dans le style de vie LGBTQ, et donc ça aussi, ça stérilise essentiellement. Après ça, si tout ça n'a pas fonctionné, ben il y a la promotion de la mixité ethnoculturelle et du métissage. C'est partout dans la culture, les annonces, etc. C'est toujours un homme noir et une femme blanche, etc., etc. Et finalement, promotion agressive de l'immigration de masse. Hein, donc, c'est un plan multifacette, sophistiqué pour la disparition graduelle de la civilisation européenne. L'avortement, plus le transgenrisme, plus le LGBTQ, plus la mixité ethnique, plus le remplacement par l'immigration de masse. Il n'y a aucune civilisation qui peut survivre à ça. Là. C'est un vœu de mort, un death wish. Tout ça est coordonné, tout ça est cohérent. Il faut y voir une certaine cohérence. C'est coordonné, ça n'a aucune logique. C'est une pulsion de mort, comme dirait Freud. Et il faut le voir pour ce que c'est, pour éventuellement passer outre. Le combattre et passer outre. OK? Ils sont capables de nous imposer ça à cause de la culpabilité. Tout ça a pour fonction de nous démoraliser, de se servir de notre empathie, de militariser notre empathie contre nous, militariser la culpabilisation chrétienne, militariser l'empathie afin de produire de la démoralisation. Poser des stérilés à des jeunes filles de 12 ans au Danemark. Vous avez bien entendu. Pas dans un pays en guerre, pas sous dictature, dans un pays européen présenté comme un modèle des droits humains. Dans les années 60 et 70, au Danemark et surtout au Groenland, des milliers de jeunes filles et de femmes ont été stérilisées sans le savoir. Ces femmes, elles étaient inuites. Les Inuits, ce sont les populations autochtones de l'Arctique, les habitants originels du Groenland. Un peuple avec sa langue, sa culture, ses traditions, qui vivait bien avant les États modernes. Mais au XXe siècle, le Groenland passe sous contrôle danois. Et les Inuits ne sont plus vus comme un peuple, mais comme un problème à gérer. Les médecins mandatés par l'État ont alors posé des stérilés à des femmes, mais aussi à des adolescentes à partir de 12 ans. Sans explication, sans consentement, sans prévenir les parents. Certaines ont été emmenées à l'hôpital directement depuis leur école. On leur parlait d'un simple examen médical, et elles ne savaient pas que leur corps venait d'être définitivement modifié. On parle de plus de 4000 femmes et jeunes filles concernées, un chiffre énorme pour une population aussi réduite. Pendant des décennies, ces femmes ont vécu avec des douleurs, des infections, des complications, sans comprendre pourquoi. Certaines n'ont découvert la vérité que 40 ans plus tard. Officiellement, on parlait de contraception et de santé publique, mais dans les documents de l'époque, un terme revient systématiquement, contrôle démographique.
réduire les naissances, limiter les populations jugées trop nombreuses et trop coûteuses. Alors une question s'impose. Pourquoi uniquement les femmes inuites? Et pourquoi les mineurs? Ce n'est pas une rumeur, ce n'est pas une théorie. En 2025, le gouvernement danois a présenté des excuses officielles. Des plaintes ont été déposées, mais aucune excuse ne rendra les enfants qu'elles n'ont jamais pu avoir. Et quand on réalise que ça, c'est ce qui a fini par sortir, la vraie question c'est, qu'est-ce qui n'est jamais sorti? Recommandation, le film Palestine 36, qui raconte comment des Palestiniens chrétiens et musulmans se sont rassemblés pour une grande grève et une révolte en 1936 contre les colons britanniques et contre le projet sioniste. Je vous explique le contexte. À la fin de la Première Guerre mondiale, l'Empire ottoman s'effondre. Toute la région de la Grande Syrie est redécoupée entre la France et l'Angleterre. Et en 1923, la Palestine passe officiellement sous contrôle britannique, sans demander l'avis des Palestiniens bien sûr. Très vite, les Anglais restructurent le territoire. Nouveau cadastre, nouvelles lois foncières, nouvelles frontières internes, tout ça dans le but de mieux contrôler la Palestine, mais aussi d'y établir le fameux foyer national juif promis dès 1917 par la déclaration Balfour. Dans le courant des années 1920-1930, les colons britanniques facilitent l'arrivée de juifs européens tout en renforçant leur présence militaire. Les paysans palestiniens voient alors leurs terres confisquées, des colonies agricoles appelées kibbutz se multiplient, séparées des villages palestiniens par des barbelés. Les déplacements sont restreints, le travail palestinien marginalisé, les humiliations deviennent quotidiennes. C'est dans ce contexte qu'en avril 1936, les Palestiniens organisent une grève historique. Plusieurs mois sans payer d'impôts et sans travailler pour l'administration coloniale. Mais ce qui fait la particularité de cette grève, c'est qu'elle va rallier plusieurs partis palestiniens, des musulmans et des chrétiens, mais aussi toutes les classes sociales du pays, les riches, les propriétaires, les paysans, et la réponse britannique va être brutale. La loi martiale est imposée jusqu'en 1939, couvre-feu, punition collective, village encerclé, terre brûlée, maison dynamitée, vous connaissez cette boucle. Et c'est précisément cette histoire que raconte le film Palestine 36. Il a été réalisé par Anne-Marie Jassir, ça sort en salle le 14 janvier. Le film mélange de la fiction et des images d'archives colorisées, des photos, des journaux, des vidéos d'époque. On est constamment ramené à une réalité historique très concrète, très matérielle. Et l'autre particularité du film, c'est la place centrale des femmes palestiniennes qui sont... On est dans une direction, on sait que c'est une mauvaise direction, mais on a roulé tellement longtemps dans la mauvaise direction qu'on va continuer en se disant que ça va devenir la bonne. Eh bien, j'ai l'impression que les élites européennes, aujourd'hui, dans leur rapport au mondialisme, c'est ça. Ils ont tout investi dans ce système. Leur pouvoir à l'intérieur de l'Europe dépend de la fiction mondialiste. Le monde, aujourd'hui, congédie le mondialisme, mais... puisqu'elles ne connaissent rien d'autre, elles s'accrochent à ce mondialisme de manière désespérée. C'est comme si, je donne souvent cet exemple-là, si en 1989, les élites en Europe de l'Est et surtout en URSS avaient décidé de s'entêter dans le marxisme à tout prix alors qu'il était périmé et condamné. Donc on a tellement investi mentalement et moralement dans le mondialisme qu'on ne sait pas en sortir. Je vais citer Napoléon là-dessus, un pays à la politique de sa géographie, et dans les circonstances, faire des clins d'œil à la Chine, qui, je me permets de le rappeler, est un pays totalitaire dirigé par le Parti communiste chinois, agressif, qui menace d'envahir Taïwan régulièrement, qui n'a jamais hésité à envoyer ses services secrets pour essayer de mobiliser la diaspora chinoise au Canada en fonction de ses avantages. Tout ça, c'est pas un pays ami, la Chine. Ça veut pas dire qu'on doit le traiter comme un ennemi ouvert, mais on doit savoir que nos relations compliquées avec les États-Unis sont des relations de voisins. Avec la Chine, c'est un régime hostile. J'ajoute une chose, le Parti libéral du Canada a toujours eu des rapports un peu trop, à mon avis, un peu trop de complicité avec le Parti communiste chinois, ça remonte au père Trudeau. Donc n'oublions juste jamais ça. Puis concrètement, dans les circonstances, sur le rapprochement, sur le flirt commercial avec la Chine, quand l'objectif, c'est quand même de rétablir à moyen et long terme des rapports durables avec notre principal voisin, les États-Unis, je ne suis pas certain que jouer la Chine contre les USA, ça soit payant à court, moyen, long terme. À un moment donné, la géographie va nous rattraper. Une autre chose important à garder en tête, c'est que ça ne fait que commencer. Tu sais, on a été 6 ans avec de la merde, puis de la propagande, puis tout ça. Là, les vraies actions sont en train de se faire. Il y a un ménage qui se fait. Là, c'est les vraies actions. Là, on s'en va... C'est la préparation vers ça. Oui, le stade de préparation, il est terminé. Là.
Eh oui, il a raison, la préparation est terminée, on s'en va vers ça. Tout ce qui est en bleu sera sous la juridiction des États-Unis, tout ce qui est en rouge sous la juridiction de la Russie, ce qui est en vert sous la juridiction de la Chine, et ce qui est en noir est indéterminé. Par contre, je ne serais pas surpris que ça tombe sous la juridiction de la Chine. Bonjour à tous, Ben Garneau à l'appareil. Un petit mot pour vous dire pourquoi j'ai eu une semaine d'absence. Eh bien, tout simplement, mon ordinateur a planté. Fait que je suis en train de récupérer toutes les données que j'avais enregistrées. Il y a une certaine fatigue aussi. Je m'aperçois que je vais diminuer mes activités. Je vais peut-être faire 2 ou 3 vidéos par semaine, pas plus. C'est pour ça que mes prochaines vidéos ne s'appelleront plus les films du jour. Ça va s'appeler les films du lundi, les films du mercredi, les films du vendredi, etc. Bon, donc, je suis en train de remonter mon ordinateur qui a planté. Il y a 10 ans, je l'ai acheté. C'était un ordinateur 8.1. Rendu à Windows 10, là, non, ça ne fonctionnait plus à mon goût. C'était beaucoup trop lent. Fait que j'ai décidé de le reformater et de repartir ça en Windows 7. C'est le Windows que j'aimais le mieux. Fait que dans les prochains jours, je vais reformater ça puis remonter ça en Windows 7. Bon, il me reste encore du temps. De toute façon, j'écoute pas Guillaume Lepage, tout le monde en parle. Je déteste cette émission-là. Je ne l'ai jamais écoutée d'ailleurs. Je pourrais vous parler peut-être du système capitaliste. C'est un sujet que je voulais aborder brièvement. J'ai des excellents souvenirs du système capitaliste tel qu'il existait dans les années 1950-1960, jusqu'à vers les années 1975 environ. C'était quoi le système capitaliste dans ce temps-là? Ben, c'est le système qui a survécu à 2 guerres mondiales, puis entre les deux, il y avait eu une grosse crise financière, 1929. Donc, le système capitaliste, ben, le patron, le boss, il a son usine, il a sa shop, il est au Canada, c'est un Canadien, il fait travailler des travailleurs canadiens, évidemment, puis il paye de l'impôt au Canada. C'est la même chose dans tous les autres pays membres de l'OTAN et de l'Union européenne, France, Italie, etc. C'est un système qui fonctionnait, sans corruption, sans abri fiscal. Bon, moi je sais que mon père, il y a longtemps de ça, il a toujours eu une épicerie. Puis pour faire fonctionner l'épicerie, il avait besoin de 3 employés. Donc il faisait vivre 3 familles en plus de la sienne, mon père. Puis ces familles-là, ils n'ont jamais manqué de rien finalement. Parce que le taux d'imposition, je veux dire, c'était beaucoup moindre. Je me rappelle, dans mes souvenirs, j'entendais mon père se plaindre. Il disait, c'est épouvantable, on paye de l'impôt, si on répartit ça sur une année, là, on paye de l'impôt pendant janvier, février, mars, avril. On travaille 4 mois pour le gouvernement, puis juste 8 mois pour nous autres. À notre époque, c'est rendu qu'on travaille 6 mois par année pour le gouvernement. Il ne nous reste plus que 6 mois à travailler pour nous autres. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que tout simplement, le système capitaliste, il a dévié vers le système socialiste. C'est quoi un système socialiste? Ben, moi, j'interprète ça comme ça. C'est un système politique qui s'accapare de plus en plus de pouvoir, de juridiction. Un système qui coûte de plus en plus cher, qui impose de plus en plus de normes, de toutes sortes de contraintes au travail, etc. Moi, je me souviens, dans ce temps-là, la ville de Québec, où je demeure, ben, les sociétés de transport, c'était privé. C'est une compagnie privée qui nous partait de Beauport puis qui allait jusqu'à Québec. Bon, tout ça, ça a été étatisé, c'est-à-dire que c'est le domaine municipal qui a fait une société de transport pour servir toute la ville de Québec et toutes les régions. Bon, ben tout simplement, les chauffeurs d'autobus, au lieu de travailler pour des compagnies privées, ben ils sont devenus des fonctionnaires municipaux, à toute fin pratique. Plus l'État s'accapare des pouvoirs, plus ça coûte cher. Là, je parle de l'État fédéral, provincial, municipal. Bon, ben, c'est un moyen de diminuer la libre entreprise. Les compagnies de transport, au lieu qu'elles puissent compétitionner ensemble, l'une contre l'autre, c'est-à-dire, ben, ils deviennent des fonctionnaires, puis là, les revendications s'en viennent. On réclame des meilleures conditions de travail. On réclame plus de salaire. Bon, c'est la même chose en ce qui concerne bien des domaines. Les médecins, avant, ben, ils travaillaient à leur compte. C'était pas des employés de l'État. Tous les médecins et toutes les infirmières, actuellement, finalement, c'est des employés de l'État. À un moment donné, au milieu des années 1970, vers 1973, 1974, 1975,
Tous les pays membres de l'OTAN et de l'Union européenne ont renoncé à leur autonomie financière, c'est-à-dire qu'ils ont fait comme les États-Unis avec la Fed, ils ont privatisé leur façon de gérer l'économie. Avant, c'était les gouvernements qui géraient leur économie. Maintenant, c'est un cartel de banques privées. Et voilà, le piège est tendu. À partir de ce moment-là, on a vu de plus en plus de femmes au travail parce que les gouvernements avaient de la misère à gérer leurs dettes trop régulièrement en déficit. Bon, tu t'en vas en élection, tu corriges le problème, c'est-à-dire que tu équilibres les revenus et les dépenses. Les 3 années que tu viens de gagner l'élection, tu accumules des déficits. La dernière année, tu vas faire les yeux doux à la population, puis regardez, on est responsable, on gère le budget correctement. Votez pour nous autres. Eh bien, on se fait avoir à chaque fois. C'est un système socialiste. Puis, quand j'étais jeune, moi, je me disais, bon, on embarque dans un système que l'État s'accapare de tout. C'est la porte d'entrée vers le système communiste, ça. Puis finalement, ben, il faut bien constater, on s'en va vers ça. Je regarde les gouvernements de la façon qu'ils agissent, puis ils sont de plus en plus autoritaires. Le test de COVID, c'était pas... tout ce qui s'est passé durant la COVID, c'était pas un test d'autorité, ça, pour voir jusqu'où il pouvait aller. Là, c'est rendu que le gouvernement du Canada, ben, Marc Carney, il s'en va en Chine. Incroyable, mais vrai, je veux dire. Il fait les yeux doux à la Chine. Pendant ce temps-là, on veut aider l'Ukraine à coût de dizaines de milliards de dollars contre la Russie, un autre pays communiste. La Chine et la Russie, ils travaillent ensemble. Incroyable, mais vrai, à quel point que nos gouvernements, que nos chefs d'État peuvent dévier. Puis je suis certain qu'il y a des citoyens canadiens et québécois qui trouvent que c'est bien. Finalement, on va faire affaire avec la Chine puisqu'on ne peut pas faire affaire avec les États-Unis. Attention, c'est le Parti communiste chinois en Chine. Sacrifice qu'on s'égare. Pas possible. Qu'est-ce qu'il veut Donald Trump, finalement? Il veut « Make America Great Again », c'est-à-dire que moi, j'ai l'impression qu'il veut tout simplement ramener le système capitaliste, le bon vieux système qui a fonctionné pendant des décennies. Bon, voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'en dirai pas plus parce que on va me traiter d'anti-américain. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Ben Garneau ici qui vous dit merci, portez-vous bien et à la prochaine.